Bonjour, moi je me présente, c'est Yves Roy. C'est moi qui est l'auteur du dossier québeccorrompu.com. Et aujourd'hui, on est le 5 de mars 2013. Et voici, aujourd'hui, je m'adresse au premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, Ottawa, Chambre de commune, ou au ministre de la Justice, Ottawa. Le sujet, plainte aux criminels contre les organismes et leurs employés travaillant pour celle-ci, dénoncés ci bas. Ce que je fais là, c'est un procès public qui dure environ 3 jours. Quand on parle de québeccorrompu.com, ça c'est le procès. Et là, présentement, je vous fais ma plaidoirie. Alors, le premier, c'est Financière agricole du Québec. Et les employés, les noms figurent au dossier. Financière agricole du Canada. Les noms figurent au dossier. Le barreau du Québec, les noms des juges et avocats figurent au dossier. Huissier de justice, les noms figurent au dossier. MAPAC, ministère de l'Agriculture, des pêcheries alimentaires du Québec. Ça, c'est Verdla, 98. Les noms figurent au dossier. Protecteur du citoyen, le nom figure au dossier. L'UPA et Syndicat des producteurs agricoles, les noms figurent au dossier. Comme je vous dis, le dossier, c'est québeccorrompu.com. Vous êtes sur le dossier présentement. Là. Si vous voyez ça, c'est parce que vous êtes déjà dans le dossier. Vous n'avez qu'à regarder plus. Puis là, le HTTP québeccorrompu.com, vous cliquez là-dessus, puis le dossier va apparaître. Vous avez environ 24 pages de synthèse, et à chaque place où c'est écrit en noir, ça, ce sont les preuves que vous pouvez cliquer dessus. Alors, voici les faits et les preuves, avec des articles de loi pour les appuyants. Financière agricole du Québec, à Saint-Georges-de-Beauce, M. Maurice Ménard, ingénieur forestier. Numéro de téléphone 418-226-3110. Pour voir le dossier, se rendre à JE et Verdla. Dans JE, écoutez la cassette d'enregistrement K4. Je m'identifie et Maurice Ménard s'identifie. Alors, l'article 715.1, elle dit que si les victimes, les personnes sont identifiées, que la cassette peut être reconnue comme preuve. Alors, je demande au premier ministre du Canada d'accepter cette cassette audio comme preuve. Rencontre avec Maurice Ménard, les dates sont au dossier. En commençant, on se présente, Yves et Maurice Ménard. Là, je lui demande si as-tu ta photo aérienne à 2.8. Il me dit à quelle année qu'elle est. Il me dit à 88. À 2.31, moi je dis il n'y a pas de bâtisse de construire là-dessus en 88. Il me répond non. Et c'est là-dessus que je fais ma preuve. Parce que le journal agricole a été mis en force le 9 de novembre 1978. Et à cet endroit, sur ce terrain, la maison est située sur le lot 408, rang 9, municipalité de Val-Racine, canton de Maston, et il y a un droit acquis pour la maison. Donc, la maison était là avant le zonage agricole, ce qui veut dire en 1976. Et là, on est en 96, Maurice Ménard se sert d'une photo. Il nous dit que quand il est en 88, donc elle date au moins de 20 ans en arrière, parce qu'on est en 96, puis il n'y a pas de bâtisse de construit dessus, là. Donc, la photo aérienne date de au moins 76, maximum sur les 17, là. 20 ans en arrière. Excusez. Donc, là-dessus, il dit, à 5.14, il dit que je suis une coupe de bois là-dessus, à 8.39, il parle d'une mise de fond. À 17.42, il parle du téléphone qu'il avait eu la veille, parce que la veille, il m'avait téléphoné, et il ne voulait pas qu'on se rencontre, il disait que ça valait rien de se rencontrer. En tout cas, à 26.12, 26 quelque chose, il nous parle qu'il y a maximum 20$ l'entaille qui peuvent prêter là-dessus. Ben moi, 20$ l'entaille, à l'époque, j'aurais été heureux. Moi, 20$ l'entaille, j'en avais assez pour faire tout mon projet, là. Puis à 26.57, c'est la valeur du range qui l'intéresse.
à 36,33. Je ne veux pas lui dire tout, moi, ce qui repart dans mon contrat, là. Mais moi, je lui dis qu'il y a au moins 2000 cordes de bois là-dessus. Puis il me dit, jamais, M. Roy, voyons, il n'y a pas 2000 cordes de bois là-dessus. C'est un boucher, ça. Excusez. Donc, je trouve que j'avais raison, moi. Voir CODIS, ça, c'est un rapport d'ingénieur forestier qui a été fait un an après. Il nous parle de 1550 cordes de bois mou, de bois fin, en tout cas. Toute la coupe faite, ça c'est à part la Rivière, là. Toute la coupe faite, tout est payé partout. Il reste des profits nets de 131 205 $. La valeur de la propriété est évaluée à 498 650 000 $, plus, moins les bâtisses, là. Parce que la maison était bâtie dessus. La maison valait à l'époque au moins une quarantaine de mille, tu sais. Donc, Maurice Ménard, en agissant ici, comme un acte criminel. Parce que ce photo aérienne-là, là, il s'en sert, lui, pour convaincre qui veut l'entendre, que sur cette propriété-là, il n'y a rien tout, là. Il n'y a pas d'érable, il n'y a rien tout. Donc, bon. Donc, Maurice Ménard, en agissant ici comme un acte criminel, en contrevenant à l'article 380 du Code criminel du Canada, fraude, mensonge, supercherie et autres moyens nocifs. Et écoutez l'enregistrement à COSIS. Vous dites, je suis coquette tout à l'heure, descendre un peu plus. COSIS. Il dévoile le prix à mes acheteurs. Il leur dit que le prix que j'ai payé à Gaston Poulain, M. Ménard se rend coupable de l'article 382.1 et plus précisément à 2 et 4e paragraphes. Définition des renseignements confidentiels A et B. Bon. Après ça, j'ai été transféré, moi j'ai transféré Financière agricole du Québec à Sherbrooke, au 4260 Boulevard Bourque, le 13 de mars 97. Au paragraphe 8, du même dossier JE, M. Danny Pinault et Alain Perra, et après étude du dossier, se sont rangés du côté de Maurice Ménard. En agissant ici, ils commettent donc un acte de criminel de complot et de fraude. Et dans la même page, à JE, paragraphe 12, 13, 14 et 15, je me suis rendu cette fois à Saint-Georges-de-Beauce, à la Société du Crédit agricole, au 1275 6e avenue. J'ai rencontré Mme Marie-France et le dossier a été transféré à Robert Fauché. Dans le dossier, tout est détaillé là. Et voici une preuve non contestable. Une lettre du député Jean-Guy Chrétien, voire K11. Et il n'a jamais répondu à ça. M. Robert Fauché, en agissant ainsi, commet donc un acte criminel de complot et de fraude, mensonge, supercherie et tout autre moyen nocif. 380 du Code criminel et de favoritisme. Je me suis donc rendu, après ça, au 702 boulevard des Bois-Francs, à Victoriaville. La Société des Crédits agricoles, toujours. Là, j'ai rencontré M. Marcel Lavoie. Regardez au paragraphe 16, j'en parle. M. Lavoie mériterait une médaille de franchise, d'honnêteté et d'intégrité. Un homme vrai. Lui, il s'est rendu sur la propriété, il est venu la visiter, il nous a rencontrés dans la maison, il est venu voir le secteur, puis il a dit, de toute sa vie, c'était un des plus beaux projets qu'il allait mettre en œuvre. C'était un coin d'érablière. En tout cas, puis lui, avec la photo aérienne, il n'y a aucun problème pour 40 000 entailles là-dessus. En tout cas, il me dit lui-même que lui, c'était la première fois, et je peux vous garantir que c'est la première fois que votre demande d'après va aussi loin. C'est ça que je le savais, tu sais. Mais comme de raison, on l'a remercié de ses services. C'est ça qu'on appelle la corruption. Là est arrivée la tempête de Verdun en 98. Le dossier était transféré à M. Sylvain Morel. Je ne l'ai jamais rencontré. Le dossier était transféré à M. Gilles Bernier. Et M. Bernier était là. La première médiation agricole, voire C19. Et même après les meilleures des hypothèses, la financière a refusé de collaborer. À C19, là, on regarde page 15. On nous dit qu'on peut avoir 500 000 pour Milan. Et le projet final vaut 850 000. Il vaut 850 000 sur un prêt de 540 000. Il y avait du lousse en masse, là. Et on refusait de collaborer. Ça a été évalué par des experts, là. Une évaluation faite en 2007 après ça. Et le tout avec bâtisse et équipement est évalué à 1 500 000, voire C20 et C21. Vers là 98, voire JE,
les Verdelas. Programme de Verdelas ont promis de payer. Ils ont commencé à payer. Ils ont payé les pertes d'arbres, ils ont payé une partie. Puis Mme Joanne Vary a décidé de mettre fin au programme, voir Verdelas numéro 5, lettre du 12 septembre et du 25 octobre. Le programme était pour remettre en fonction les sinistrés. Et voilà qu'en plein milieu du programme, on décide de tirer la plaque. Mme Vary m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un de la financière agricole et qui lui disait que cette érablière ne serait jamais en fonction. Même avec des lettres signées de Yves Lapierre au programme, il n'y a plus rien à faire. En agissant ainsi, le MAPAC et ses employés, Mme Joanne Vary, analyste, il y avait le bureau de révision qui était là aussi, qui en faisait partie, M. Serge Beaulieu, M. Yves Lapierre de la Régie des marchés agricoles, M. Charles-Félix Ross, secrétaire de l'UPA, et Mme Alison Brosseau, analyste. Ces personnes, en agissant ainsi, contreviennent à l'article 380 du Code criminel. Protecteur du citoyen, c'est ça, et ses employés, Mme Louise Falardeau. Nous nous sommes rencontrés au moins 4 fois, et à chaque fois, Mme Falardeau, il fallait que je lui explique le dossier. Elle disait qu'elle ne le comprenait pas, elle faisait semblant de ne pas comprendre. Je lui expliquais tout le dossier, pareil que lui est monté sur le dossier JE Verdelas. Tout mentionné comme ça. Puis elle me disait que je vais prendre mes informations, puis je vous reviens là-dessus. Puis à chaque fois, on s'est rencontrés 4 fois, tous les 6 mois. Elle l'appelait à tous les mois, moi, puis elle me disait, bon, moi, je me suis informé, là, M. Roy, puis il a hésité tout le temps. Finalement, on m'a remis un chèque de 1200$ pour clore le dossier, puis elle me dit, ben là, le programme est fermé. Le programme Verdelas, c'est terminé, il n'y a plus rien à voir là-dedans. Fait que j'ai ramassé le dossier, moi, j'ai envoyé ça chez maître Daniel Larochelle à Lac-Mégantic. Et il est toujours là. J'ai payé, puis ça n'a absolument rien donné encore. En agissant ainsi, Mme Maître Louise Falardeau s'est rendue coupable de complot et de fraude, article 380 et article 465, 1, C et D. Donc, après le Verdelas, le dossier a été transféré à Trois-Rivières, à M. Robert Gélinas. M. Gélinas, dans son témoignage à la page 351 du livre Cour suprême, il dit qu'il veut valider une information qu'il avait déjà. Et dans le bas de la page, il dit on se questionnait déjà sur le potentiel. À la page 322, il demande un rapport d'ingénieur. Et ça, c'est pas écrit dans la page, mais moi, il m'a demandé que l'ingénieur rentre en contact avec lui, M. Gélinas, parce que lui, il voulait savoir si l'érablière avait très bien survécu du Verdelas. OK? Donc, voici le rapport d'ingénieur en question de M. François Martel, voire K10.5. Donc, le rapport, il savait très bien ce qu'il y avait dessus, c'est lui qui l'avait demandé. Sur la page couverture du rapport, à K10.5, on peut lire que les arbres ayant un diamètre à la hauteur de la poitrine de 19 cm et plus ont été dénombrés. Remarque, le 1 a été ajouté sur les 2 petits points. On devrait lire, prenez une loupe là, puis regardez comme il faut, là. On devrait lire 2 petits points, 9 cm. Avec une loupe, on voit très très bien. Ce qui laisse croire que 19 cm et plus ont été dénombrés, ce qui amène à tromper les lecteurs non qualifiés, tels les avocats, les juges, les hauts placés de financement agricole, quelque chose de genre. Excusez. Après le procès, moi j'ai demandé la lecture de ce rapport à un autre ingénieur. Et j'ai fait parvenir à la Société de crédit agricole, au PDG, voire C2. Là, j'ai écrit une mise en garde. Voici les détails. Le rapport est bien détaillé. 34 500 entailles d'une moyenne de 26,1 cm. Mais par contre, 70 543 érables de 9 cm et plus. 9 cm, c'est pas gros, là. C'est à peu près 3 pouces et demi, là. T'sais. Donc, la Société de crédit agricole et ses employés ne peuvent pas dire qu'il y a de l'ignorance, là. Ils ont été avisés avec preuve. Maître Mac Boissel, lors de l'audience, m'a fait, lui aussi, une mise en garde, que moi j'appelle une menace.
Il m'a dit que si je poursuivais sa cliente, la Société du Crédit Agricole, il me poursuivrait pour abus de procédure, et ceci a été dit devant le juge Robert Legris et mon avocat, maître Marc-Aurèle Racicot. M. Robert Gélinas, dans son témoignage à la page 367, livre Cour suprême du Canada, au dossier, là, dit avoir dénoncé le point faible du dossier et dit que 60% des arbres ont un diamètre de 20 cm et moins. Il sait très bien que les normes sont de 19 cm et plus. Et si un agriculteur ne respecte pas les normes, ben on va lui suspendre son permis et son droit d'exploitation. Donc, M. Gélinas savait très bien ce qu'il faisait. Car c'est lui qui a demandé à l'ingénieur ce qu'il voulait comme rapport. Et on demande en garantie tous les biens de Yves Roy. Pourquoi avoir fait un prêt de 540 000? Le rapport, il l'avait en main depuis août 99 et l'hypothèque a été signée le 17 décembre 99. Je vais préciser encore un coup, monsieur le juge, monsieur le premier ministre. Robert Gélinas, dans son témoignage à la page 351, il dit qu'il voulait valider une information qu'il avait déjà. Puis là, il dit, il prouve l'information qu'il avait parce qu'il se questionnait déjà sur le potentiel de production de cette érablière-là. Donc, monsieur le juge, un ingénieur ou un gars de prêt qui dit avoir déjà des doutes sur un potentiel d'érablière, dès qu'il a le rapport d'ingénieur forestier en main, après 3 heures maximum, il peut dire « Non, tu passes pas au prêt. C'est impossible que tu passes au prêt. Tes arbres sont... » Il était capable de le voir là. Pourquoi avoir attendu que tout s'est signé? On va en revenir là-dessus. Donc, il dit que le 7 septembre, à la page 355, il avait en main le rapport d'ingénieur forestier. Pensez-vous vraiment qu'une fois le rapport d'un main, qu'il ne l'a pas regardé, là? Voyons donc, il savait, il dit tout. Bon. La page 360, et le 6 du 10 99, il revisite Saint-Daniel et complète l'analyse du dossier. C'est ses paroles à lui dans la page 360, à la page 365, 26 de novembre. Soumis à l'interne, et la page 368, 60% des arbres avaient 20 cm et moins. Et à la page 371 et 372, il dit que le prêt va fonctionner mais avec 10 000 entailles. Ce qu'il dit en la cour. Mais moi, je vais vous prouver le contraire. Il disait que l'eau, les 10 000 entailles, serait traitée à Saint-Daniel. Donc, allez voir, je vous réfère à la page 197, livre numéro 2, Cour suprême du Canada. Approbation et acceptation de prêt. Achat des terres, du terrain, 30 000 pièces. Tubulure et équipement, 110 970. Construction d'une cabane, 75 000. Baril, 3 000. Phase 1. Bien, c'est clair, là. Si vraiment, ce que M. Gélinas nous dit, que le prêt fonctionnait avec 10 000 entailles et que l'eau aurait été traitée à Saint-Daniel, on ne verrait pas une cabane à sucre de 75 000 pièces, là, on verrait un camion avec une tank pour transporter l'eau. OK? Et pensez-vous que moi, j'aurais signé une garantie, j'aurais endossé pour un prêt de 540 000, mettant tous mes biens en garantie pour un 10 000 entailles, que 10 000 entailles, ça se vendait sur une marché, à ce temps, ça coûtait maximum 200 000 à installer. Voyons là. Donc, le dossier avait été préparé avec doigté. Et en agissant ainsi, Société du Crédit Agricole et ses employés, M. Robert Gélinas, contreviennent au code criminel, soit l'article 366, faux et infractions similaires, et plus précisément, faux documents. Paragraphe C, rature, qui veut dire une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature. Devant le 9, là, le 1 qui a été mis là, c'est de la rature. Et à l'article 380 du Code criminel du Canada, fraude, mensonge, supercherie et autres moyens dolosifs. Croyez-moi, j'ai jamais vu autant de mensonges dans un procès. Autant les avocats que les employés. Là. Et à l'article 397, 1b, omet un détail essentiel d'un livre.
Ce qui était important dans ce dossier-là, c'est que M. Gélina dénonce le nombre d'entailles et non pas le nombre d'érables. Puis ça, prenez le dossier, le document-là, donnez-le à n'importe quel expert, puis ils vont vous le dire exactement. Je l'ai fait évaluer par un expert, moi. Puis ils l'ont eu en main. Donc, et donc, ils contreviennent aussi à l'article 137, fabrication de preuves. C'est une preuve, ça, que M. Gélina a fabriqué. Et à l'article 361, escroquerie. Bon, on va s'en retourner à la saisie. Saisie avant jugement. À D4. On peut lire à l'entête, là, forme 04 29 03 14h41 819 477 08 99 Claire, avocat. Les minutes de saisie avant jugement. Maître Marc Boissel nomme le gardien Yves Roy. Signé Yann Bolduc et son étampé dessus. Selon moi, là, ce n'est pas les mêmes crayons qui ont signé. Sauf que regardez, là, c'est pas la même grosseur de stylo. Comment peut-il avoir saisi et signé un document, signé des équipements le 22 avril 2003, alors qu'il a reçu le dossier uniquement le 29 avril? D'être là, ça ne correspond pas partout, tu sais. Et toujours à D4, à la page 3, on peut lire la même chose. 04 29 03 14h41. Claire avocat lui ont faxé la liste des biens qui étaient sur l'hypothèque. Mais ils ne se sont jamais rendus chez lui, là. Toujours à D4, à la page 4, on peut lire le 5 du 16 2003. 15h23, fax 819-583-1405. Yann Bolduc, huissier. Certifie sous son serment d'office que le 30 avril 2003 à 11h, s'est rendu à Saint-Daniel, rue Roy, à l'érablière de Yves Roy, pour vérifier si les biens suivants étaient toujours à cet endroit. Pourquoi s'avoir rendu le 30 avril, qui avait été le 17 avril? Comme il décrit sur la facture à D4, par 5, il confirme que son serment d'office s'être rendu le 17 avril 2003 à 14h35. Mais je vais vous le dire, moi, pourquoi. C'est quand j'ai reçu la saisie, moi, dans la boîte aux lettres, là, parce qu'il ne s'est jamais présenté à Milan, là. Il ne s'est jamais présenté sur les lieux, là. Parce qu'il y a des choses qui se sont vendues sur la vente, qui ont jamais été saisies, là. Des barils de 45 gallons bleus en plastique, là, c'est très visible. Si ça lui est rendu chez les lieux, ils les auraient vus. Et pour ça, vous pouvez voir aussi, dans la vente aux immeubles, la vente d'agents d'immeubles, les biens identifiés, là. Aïe, bon. On va vous dire pourquoi. C'est parce que quand j'ai vu ça dans la boîte à mail, je l'ai appelé Yann Bolduc et j'ai dit toi, tu t'es rendu à Saint-Daniel, puis tu as vu les équipements qu'il y avait là? Il me dit oui. Ben, tu es un hostie de menteur, puis un hostie de pourri, mon gars. Parce que tu n'as jamais vu ces équipements-là à Saint-Daniel, c'est pas vrai. Puis tu t'es rendu comment, là? Parce qu'il y avait une grosse barrière au bord, puis les équipements étaient dans la maison à Milan, là. Le séparateur, la presse à sirop, le dompeur automatique, toutes ces affaires-là, c'était tout dans la maison à Milan, là. Fait qu'il les a pas vu certains, là. Bon. Le huissier, Yann Bolduc, en agissant ici, sur son serment d'office, se rend coupable de parjure à l'article 132 du Code criminel du Canada et 133, preuve impliquant l'accusé. On ne peut pas avoir plus belle preuve que ça, là. Regardez, là, qu'est-ce qu'il a saisi, là. Puis regardez sur lisez tout le procès, il est là, là. Ben, puis là, moi, c'est mon plaidoirie. Je vous fais la preuve qu'il ne s'est jamais rendu, là. Et par le fait même, Maître Marc Boissel, le huissier Henri-Paul Proulx, se rend donc coupable aussi de l'article 22.2 du Code criminel du Canada. Le huissier Henri-Paul Proulx, en ne présentant pas tous les équipements saisis, séparateurs et autres, ces équipements étaient chez Gaétan Roy, l'érablière GMD, placés là par Yves Roy. Ils n'ont jamais été publiés et l'adresse n'a jamais paru non plus, voire décès. Il contrevient donc à l'article 593 du Code de procédure civile et à l'article 608. L'article 609, le procès verbal de vente doit contenir les mentions des biens qui ne sont pas représentés. Donc, s'il a fait notre procès verbal, il savait que les biens n'étaient pas là, c'était à lui de faire la liste des biens manquants. En agissant ainsi, le huissier Henri-Paul Proulx est coupable d'outrage au tribunal.
article 608, et de fraude, article 380 du Code criminel du Canada. Il a été averti par mise en garde, mise en demeure, de ne point procéder, voire C5, de ne point procéder à la vente pour vice fatal des procédures. Pourquoi le huissier n'a pas fait la liste des biens manquants, puis l'identifier sur le journal? C'est bien simple. Il ne voulait pas avoir d'offre, pas être capable de vendre de gré à gré. Donc, le huissier Henri Paul Proulx, la Société de crédit agricole, lors des soumissions, appel d'offres. Celle de M. Patrick Boucher et celle de Pierre-Olivier Fortin, voire P18, l'offre de 75 000 datée du 4 du 9 du 7 2007 et P18, page 2, 4 du 9 2007, 275 000. Et allons voir à la page 18. À P18, page 12, c'est-à-dire, datée du 4 du 11 2007. Là, il y a un 9 de rajouter par-dessus le 11. Soumission, bloc 1. La soumission est détaillée comme ceci. Pompe vacuum sans moteur. Pompe à l'eau, une pompe HP. Dompeur Bernard. Ça, c'est tous ces équipements-là qui ne paraissent pas sur la saisie. Là. Réservoir socialier, bassin à l'air, réservoir fond rond, évaporateur Waterloo, 4614 Waterloo, sans brûleur à l'huile, puis baril de plastique, prix offert 8 000 $. Baril de plastique, en nulle part on les voit chez la saisie. Là. OK? Donc, si on va voir au bloc, on va aller voir à 17. M. Patrick Boucher soumissionne, bloc 1, supposément qu'il a soumissionné le 4 septembre 2007, c'est qu'on va aller voir. À 17, bloc 1. La soumission du bloc 1, ça dit un osmos Lapierre, numéro de série, 1200 gallons, 2 membranes, un évaporateur Waterloo Small avec dompeur en acier inoxydable avec 2 brûleurs à l'huile. Sa soumission à lui, c'est marqué 100 brûleurs à l'huile. Un réservoir à fond rond, 2 bassins d'alaire, réservoir à fond rond, acier, sirop Lapierre, presse à sirop, une pompe vacuum 10 forces. Puis lui, c'est une pompe vacuum sans moteur. Et c'est marqué aussi, plus bas, 56 000 pour le bloc 1. Aucune offre inférieure à la mise à prix ne sera acceptée. Si M. Patrick Boucher a détaillé sa soumission, il a fallu qu'il ait accès à des informations que personne d'autre n'a eu. Là. Les barils de plastique figurent pas nulle part chez les ventes. Là. La bouilleuse, elle, l'évaporateur, c'est normal, elle était dans la cabane à sucre, puis là, tout le monde l'a visité. La porte était ouverte, la journée des visites, tout le monde était visité. La journée des visites, moi j'étais là. Et la salle de pompage, elle n'est pas à le même endroit que la cabane. Là. Elle est dans le bois plus haut. C'est une boîte de troc. Là. Et j'étais là, moi, puis la boîte était fermée. La salle de pompage était fermée à clé. Personne ne pouvait y entrer, à moins que quelqu'un lui rouvre la porte. La clé, personne ne l'avait, c'est moi qui l'avais. Fait que le dompteur Bernard, il est dans ça. Le moteur d'une force, il est dans ça. Puis la pompe vacuum sans moteur, il faut avoir vu dans l'intérieur de la salle de pompage, parce que personne ne savait qu'il n'y avait pas de moteur après la pompe vacuum, sauf le huissier et la personne qui a volé le moteur. Parce que moi, j'ai arrivé là à un moment donné, puis j'ai surpris quelqu'un dans la cabane. Ils se sont sauvés. Puis là, j'ai rentré dans la bâtisse, puis il était en train de me manquer le moteur était parti. C'est là que j'ai barré la porte, mais avec des chaînes, j'ai barré la porte par l'intérieur, sorti dehors, j'ai barré ça, puis c'était impossible de rentrer dedans, à moins de faire un truc des torches, c'était en métal, ça, là, ça ne rentrait pas là-dedans. Donc, pour avoir accès à ça, il a fallu qu'il y ait des informations, soit du huissier, ou c'est lui qui était dans la bâtisse quand j'ai surpris le voleur, qui me surprendrait terriblement. Moi, je pense bien plus qu'il a acheté la terre. Là, cette terre est achetée, c'est à lui, il était propriétaire. Il a coupé le cadenas, puis il a rentré dans la bâtisse, puis là, il a vu les équipements qu'il y avait dedans. Là. Comme le dompteur Bernard, la pompe une force, la pompe vacuum sans moteur, c'est tout là qu'il l'a vu. Là.
Et là, il a fait une offre du 11 novembre 2007. Parce que pourquoi avoir falsifié la date? Tu sais, pourquoi avoir mis le 9 par-dessus le 11? Non, le 11 par-dessus le 9, là. Supposons qu'il l'aurait fait le 9 septembre. Pourquoi avoir mis le 11 par-dessus? Puis s'il aurait fait le 11, il venait d'en faire 3 soumissions, là. Il savait que c'était quoi, là? Non, moi, c'est bien clair, là. C'était pour laisser croire que la soumission était faite du 4 du 9 2007, avant la vente. En agissant ainsi, il y a eu complot entre Patrick Boucher et le huissier Henri-Paul Proulx. En agissant ainsi, ils se rendent coupables à l'article 376 et à l'article 376 à 2, rature, et à l'article 380, 1A, et à l'article 397, falsifié ou altéré. Gaston Wallet, c'était toujours à la P18, page 9, daté du 2 octobre. La présente est pour vous faire part de mon offre pour la vente des actifs des entreprises Ivarois Limitées, tel qu'énuméré dans l'appel d'offres paru le 24 août 2007 dans le courrier Frontenac. Mon offre est de 150 500. Voir D7. Ouverture des soumissions se fera NB. Notez bien, toute offre reçue après le 6 de septembre 2007 à 10h AM sera rejetée. Alors, pourquoi que cette page-là, cette soumission-là est datée du 2 octobre 2007 et il dit très bien dessus, tel qu'énuméré dans l'appel d'offres paru le 24 août 2007. C'est sûr qu'il y a eu une autre comparution parce que les soumissions ne se sont pas ouvertes le 5 de septembre comme c'était supposé. Mais il y a eu une autre comparution. Donc, comment ça se fait-il que M. Pierre-Olivier Fortin, lui, il a su ça, là, lui, par le 24 août, il a su, là, lui, que le 2 octobre, il y avait une autre soumission. Là. Il y a quelqu'un qui lui a téléphoné. Là. Il y a quelqu'un qui a appelé pour savoir, parce qu'il garde, c'est bien marqué dessus, là. Bien marqué, là. Toute offre reçue après le 6 septembre 2007 à 10h AM sera rejetée. Puis elle a été datée du 2 octobre. Donc, il y a un complot, là. Marque pas ça. Et après ça, c'est lui qui a été déclaré le propriétaire, c'est lui qui avait la plus haute soumission. Et il refait une soumission, lui, là, toujours à la P. À P18, là. Il refait une soumission le 22 octobre 2007. Là, il soumissionne pour les équipements gratuits. Le 22 octobre, lui, par pur hasard, il a décidé qu'il y avait des soumissions, parce qu'à nulle part, ça a été publié qu'il y avait des équipements à vendre, là. À aucun endroit, il y a eu une publication de soumission des équipements qu'il y a à vendre. Ils ont eu lieu à l'ouverture, lorsqu'il y a eu les soumissions, en août, c'est-à-dire au début de septembre, puis ça n'a jamais apparu après, M. le juge, là. Donc, ça prouve carrément, là, le 22 octobre 2007, puis il y a marqué reçu par fax, pas de chèque. Là. Donc, c'est évident, hors de tout doute, qu'il y a eu une communication entre l'acheteur et le huissier. Là. Ça, c'est une preuve évidente. Donc, en agissant ainsi, le huissier Henri-Paul Proulx et Pierre-Olivier Fortin se rendent coupables de complot et de fraude, article 380 du Code criminel du Canada, et de complot, article 465, 1, C et D. Maître Marc Boissel, concernant les soumissions de Régent Pelletier, voire C14. Dans la soumission C14, c'est marqué « Une lettre de financement agricole Canada acceptant de financer le projet ». Voire C15, Maître Marc Boissel nous dit que ceci a été retourné par l'huissier. La lettre, j'ai demandé par mon avocat, mais je voulais avoir cette preuve-là. Puis il nous dit qu'ils ont envoyé ça par l'huissier. Il n'y a aucune raison valable, aucune, de retourner cette lettre par l'huissier. Même la retourner carrément.
Sauf bien sûr si on veut cacher et camoufler une preuve. Parce que cette lettre vient de les condamner. Imaginez-vous, le Financement agricole Canada vient une lettre qui prouve qu'il accepte de financer le projet et la même institution financière refuse de le financer aux entreprises ivoirioises. La même érablière, la même institution financière, le même endroit. Ça les mettait dans la merde dans ta tabarnane, là, tu sais. Il disait que les Arabes étaient trop petites. C'était trop petite pour moi, il était trop petite pour l'autre aussi, là. Donc, cette lettre-là les condamnait. C'est pour ça que je dis, moi, que l'avocat Marc Boissel et Harry-Paul Proulx ont fait disparaître cette preuve-là. Et ça, c'est un acte criminel 397.1 à A. Détruire ou mutiler, altérer ou falsifier autre livre. Maître Marc Boissel et la Société de crédit agricole, en refusant de donner le montant exact dont les entreprises leur ont demandé à au moins en 6 reprises, à D3, C4, P4, P10, P11 et à D1, n'ont jamais eu le montant exact. Donc, ils ont refusé l'accès aux données et à une personne qui en avait droit. Ça, ils contreviennent à l'article 430.1.1 D du Code criminel. Il y a aussi M. Maître Jason Dany, aujourd'hui devenu juge, et Dany Dumas. Dans le dossier, vous allez voir à COO, un chèque qui a été déposé en fiducie des équipements que j'avais vendus. Il avait vendu les membranes, caissons, aux équipements des érablières GMD. Et le chèque a été déposé en fiducie pour être certain que personne ne touche à ça. Là. Je n'ai pas encaissé cet argent-là, moi, là. Sous les ordres de Jason Dany, il a protégé les biens de financement agricole et les miens. On déposait le chèque en fiducie, donc je n'ai pas agi criminellement. Ben, le chèque n'est plus là. Le chèque a disparu. Il a été déposé intros, puis sauvegardé à COO, C-OO, dans le dossier. On voit le chèque, là. Donc, moi, c'est pas compliqué, ça, là. Je pose une plainte d'abus de confiance là-dessus aussi, là. Le juge Robert Legris, en contredisant son propre jugement, celui du 25 février 2005, commet un outrage au tribunal et un entrave à la justice, article 139.2, et un abus de droit. Dans le jugement J2, en ne reconnaissant pas le contrat d'un agent d'immeuble signé, ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi, là, voire D3, que l'offre de 495 000 n'est pas crédible, se rend coupable de complot, article 465.1 C, D, et à l'article 22.2, et plus spécifiquement à C, et à l'article 23.1, est coupable d'abus de pouvoir et de ses fonctions en droit pénal canadien. Voir André Jaudoin, professeur de la Faculté des droits à l'Université Laval, les cahiers de droit, volume 19, numéro 1, en 1978, à la page 21-54. Cette vente, on parle de la vente d'arrêt d'immeuble, où elle est bonne, ou elle est criminelle. Chez les criminels, c'est l'article 383, 1A. Pas compliqué, là. Là, pourquoi que les entreprises Yves Roy se retrouvent dans cette fâcheuse situation? Eh bien, voilà, je vais vous le dire pourquoi. On va le dire si je suis dans l'erreur pour ça. En 88-89, j'ai participé à la formation de la banque de sirop d'érable qu'on appelait 164-305 Incorporé. On achetait des cartes de membres, 50$ la carte. Les acheteurs nous disaient de former une banque pour avoir du sirop au moins 1 an d'avance pour être capable de subvenir à leur contrat, puis ils avaient raison. Et là, la Fédération a pris ça en main en 90-91. Et c'est Paul Gosselin qui recevait le sirop excusez, à Saint-Honoré-de-Beauce. C'était le plus beau pouvoir de négociation qu'on n'avait jamais eu encore. Tout le sirop ensemble.
Là, ça a été un pack de mensonges. On ne savait plus rien. On posait des questions, on n'avait rien, nos réponses. Les acheteurs nous disaient que la Fédération ne voulait pas lui vendre le sirop. La Fédération nous disait que les acheteurs ne voulaient pas l'acheter. Bon. Finalement, ils ont formé le RCPEC en mars 1993. C'était Pierre Lemieux qui était le président. Puis là, le sirop, il n'a jamais été payé. Le sirop des producteurs, nous, qu'on a mis le sirop, là, en 89, en 90, 91, là, on n'a jamais été payé, là. Là, ils ont formé le RCPEC. Les producteurs jamais payés. Là, quand on a formé le RCPEC, on regarderait sur référence Info Sirop 2005 à la page 5. La dissolution du RCPEC. Là, le sirop, excusez, la RCPEC a mis ce sirop-là sur le marché, lui, en 94 ou 95, en 94. Ils l'ont mis en vente à tout prendre à 1,71$, tout prendre. Dans le temps des sucres. Notre récolte est juste finie. Donc, la récolte de 94, le produit, le sirop, était rendu à 1,90$. Là, les acheteurs l'ont droppé à 1,70$ parce qu'ils l'avaient de la RCPEC à 1,70$ à tout prendre. Pourquoi acheter ça des producteurs? Fait qu'on a perdu 20 cents la livre en 94, puis on a perdu la récolte de 91, pas jamais payé, là. En 96, Léo Doyon a décidé de faire un recours collectif là-dessus. Ça a apparu dans les journaux. Vous pouvez aller voir n'importe quoi. Ça, on va vous laisser le soin à lui d'en parler. Après ça, il y a eu en 94, 95 ou 96, là, la formation du RAB, regroupement des acériculteurs de Beauce, dont le président était Paul Gosselin et Solange Vien. Je dépose une plainte contre ces deux personnes-là. Parce que ça a été de la supercherie, du mensonge, moyen dolocif, c'est incroyable. Il nous a tout le temps fait à croire que c'était le RAB. On a choisi le nom publiquement, puis il nous faisait croire que c'était le RAB. On l'a bien posé des questions. Moi, j'ai posé la question moi-même, en pleine assemblée. Est-ce que ceci relève du syndicat? Il dit non, à plusieurs reprises. On a acheté un truck, je dis on, parce que je faisais partie de ce temps-là, on a acheté un truck, acheté des barils, des lifts, loué un entrepôt à Saint-Georges-de-Beauce. Je peux aller vous montrer jusqu'à l'île, l'adresse par cœur, je ne m'en rappelle pas, là. Et puis, il y a un compte de banque, là, parce que les premières années, le chèque venait directement des compagnies des acheteurs. On était payé, on avait des contrats signés avec l'Arabe, là. Et à un moment donné, quand Denis Darvaux est arrivé là-dedans, 99, me semble 98, en tout cas, 98, fin 98, quelque chose du genre. Quand Denis Darvaux est arrivé là-dedans, moi j'ai demandé de voir la charte du RAB. Livre des minutes, on me dit qu'il n'y a pas de charte. Parce que là, les chèques commençaient à venir du syndicat de la Beauce. Comment ça que les chèques viennent du syndicat de la Beauce? Paul Gosselin me répond, il dit, quand elle est payée, ils vont travailler. Fait que là, on fait quelques recherches. Puis le RAB n'existe pas, là. Le RAB, c'est juste un nom qui nous dit publiquement comme ça, là, puis fait entre parenthèses chez Facture RAB, mais c'est le syndicat de la Beauce, là, qui est le propriétaire de ça, là. Et moi, que j'ai vu, il y avait 600 000 $ dans les comptes du RAB. Il y avait des secrétaires qui travaillaient là, il y avait plein de monde qui travaillait là, là. L'argent est allé où? Elle a disparu, on n'a jamais touché à ça, là. Là, il y a eu des vols de sirop. Denis Darvaux, il y a eu une faillite à 80, pas trop que l'année, là. Ça a apparu à JE, ça. Là. Denis Darvaux est embarqué là-dedans. Puis là, moi, quand Denis Darvaux est embarqué dans ça, j'ai commencé à dénoncer publiquement toute la crocherie qui se faisait là. Là, le RAB n'existait plus. Là, c'était le syndicat. Le syndicat a gardé l'argent que les producteurs avaient ramassé là-dedans, supposément que c'était notre argent. En tout cas, ça, vous pouvez faire une enquête là-dessus. Ça, c'est à Saint-Georges-de-Beauce. Puis, ça a paru à JE. De l'année que Denis Darvaux, il y a les producteurs agricoles, les producteurs acéricoles qui ont perdu des millions de dollars. Il y a eu des vols de sirop d'érable. Moi, à ma cabane à sucre, je me suis fait voler 60 barils de sirop. Je parle dans le dossier. Ça a été l'enfer. Fait toujours la même organisme, toujours notre syndicat, et avec les mêmes personnes qu'on se fait voler. Et en 99, il nous arrive avec l'agence de vente. Ben, sacrement. Là, toujours proposé par la même personne. Là, c'est Pierre Lemieux, la Fédération des acériculteurs du Québec qui nous propose, il nous impose l'agence de vente. Et
Il appelait ça la convention. Je ne vous induirai pas en erreur, là, un peu, là. Ça va pas long, on va tout vous dire ça. Il parle règlement de vente du produit visé par le plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec. Puis ça, je l'ai mis sur le web à COO, C-OO. Vous allez le voir, il est là. Rendez-vous à l'article 24. Premier paiement, deuxième paiement, puis troisième paiement. Marqué paiement final 100% du produit net de la vente de chaque catégorie de produits établis selon les ventes effectuées et les sommes reçues des acheteurs autorisés au cours de l'année de commercialisation visée, moins le montant des 2 premières ventes. C'est pas clair. Mais vous allez voir plus loin que ça veut dire là, que tout, c'est le paiement final du sirop qui est vendu, du produit qui est vendu. Si vous avez placé là 100 barils, puis qu'il y en a 60 de vendus, vous êtes payé final sur les 60 barils. Les 40 autres ne vous appartiennent plus. Ils viennent de tomber à la fédération. Voir l'article 26 après ça. Je ne les lirai pas, vous êtes marqué dessus. Après ça, vous allez voir l'article 27. Excusez. Ça sera pas trop long. Je l'ai mis. L'article 28. Ça, c'est du dol, c'est du vol, là. Advenant que du produit pour une année de commercialisation donné demeure invendu dans les entrepôts de la Fédération après le 15 de mars suivant la terminaison de cette année de commercialisation. La Fédération peut alors disposer de ce produit comme elle l'entend. C'est clair, ça, là? 29. De temps à autre, et pour chaque catégorie de produits, la Fédération peut décider de distribuer les sommes accumulées. Elle peut décider de le faire. Elle peut décider de le garder aussi. L'article 30. Un producteur qui n'a pas respecté en tout temps le règlement relatif à l'enregistrement des producteurs acéricoles approuvé par la Régie, par sa décision 54/14, ne peut participer à la distribution des sommes prévues à l'article 28. C'est assez clair, ça? C'est boire. Là, après ça, là, c'est clair, c'est bien clair. Là, c'est que ton produit qui est vendu dans l'année de production, tu es payé à 80%, bien entendu. Mais la balance du sirop, l'article 26 a dit le produit invendu au cours de l'année de commercialisation est géré par la Fédération. Cette dernière peut décider de le faire conditionner et les frais de conditionnement sont alors considérés comme des frais de mise en marché, ben oui, hein, comptabilisés distinctivement pour chaque catégorie de produits. Pour chaque catégorie de produits, les frais de mise en marché sont imputés contre tous les producteurs. J'arrête, ça décote. Les sirops nous appartiennent. Puis là, tous les frais appartiennent aux producteurs. Non seulement ça. Ton sirop est rendu là, tu n'es pas payé là. OK? Non seulement ça, il enregistre une hypothèque, qui est là-dessus aussi, là, qui est à la page 14. Convention d'hypothèque mobilière. Il enregistre une hypothèque jusqu'à concurrence de 8 piastres dans le temps, c'était 7 piastres l'entaille, ça c'est rendu à 8. Concurrence de 8 piastres l'entaille sur ta propriété, c'est toi qui en es responsable, c'est toi qui en paye les frais, c'est toi qui en paye les intérêts, mais c'est eux qui ont l'argent. Ils ne payent pas avec cet argent-là. Là. Pourtant, avec une hypothèque légale de même, ils seraient capables de payer ton produit. Mais non. Ils gardent l'argent. Eux autres, ils ont ton produit et l'argent, et l'hypothèque en plus. Et non seulement ça, mais ils sont payés par l'acheteur. Parce que l'acheteur, dans la convention, sont obligés de payer à mesure. Donc, ils sont payés par l'acheteur, ils ont l'argent, puis ils ont le produit. Non seulement ça, mais en plus, ils ont 1 piastre la livre du bill C2 du gouvernement. C'est-tu assez fort? Moi, quand je vois des choses de même, c'est pour ça que j'ai dénoncé ça public, puis moi, je les ai traités de bandits, là. Tu sais, que la même organisation, la même fédération, avec les mêmes personnes, te vole au RCPEC. L'arabe est inventé qui te fait encore voler là puis frauder. Là, il nous arrive avec
l'agence de vente, et Pierre Lemieux nous dit en pleine assemblée qu'il s'était minimisé contre les producteurs. Les producteurs ne pourront plus le poursuivre. Pas drôle de se faire dire ça. Là. En plus de ça, allez voir sur Info Siro, ça n'importe qui peut aller voir sur Internet, sur le web, là, Info Siro, automne 2005. On va aller voir à la page 2, une enveloppe de 25 millions donnée par le gouvernement pour 5 ans. Ces 25 millions-là, regardez-les dessus, là, les producteurs n'en ont jamais bénéficié. Parce qu'ils disent dessus là, que ça va être pour offrir un congé aux producteurs. Allez voir à la page suivante, l'autre page à côté, le congé de producteur, là, c'est vous, c'est quoi? Il faut que tu aies du sirop dans la, on va appeler ça la banque, dans l'agence de vente, non vendu. Pour avoir droit à ça, là. Il faut que tu aies du sirop non vendu. Puis là, il te donne 1 pièce la livre sur ton produit à toi que tu n'as pas vendu d'avance sur les ventes futures. Donc, cette pièce d'avance-là, c'est le Bill C2 qui vient du gouvernement. Puis là, ils ont 25 millions de subventions qui viennent du gouvernement. Puis c'est pas les producteurs qui en ont profité, là. C'est l'UPA. Dans la même année, ils nous parlent de la dissolution du RCPEC. Tu sais, la dissolution du RCPEC, ils disent qu'ils vont donner 20 millions de dollars aux producteurs, puis ils ont eu 25 millions dans la même année. Même année. Mais la RCPEC, le sirop, ils l'ont vendu, puis ils ont été payés pour, là. Ils ont vendu 1 pièce 71 à tout prendre. Puis eux autres, ils n'ont jamais donné une scène là-dessus. Une chose qui est très importante aussi dans ça, c'est à la page 3, il nous parle d'autres mesures négociées. Financement agricole Canada en partenariat avec un prêteur privé qui va payer, je vais aller voir le dossier, là, un prêteur privé. J'aimerais bien savoir, mais c'est qui le prêteur privé? Toi? Vous feriez peut-être un saut. Parce que le prêteur privé, pour payer, il a pris les mêmes conditions que la financière avait pris. Là. Le prêteur privé a pris en garantie vos hypothèques qu'il y avait là. Donc, c'est lui qui a une mainmise sur vos terres, sur nos érablières. Moi, je ne verrais pas quelqu'un de privé qui va venir prendre la dette d'un autre sans prendre en garantie les mêmes affaires que lui avait. Là. Et ça a été fait sans l'autorisation des membres. On prend des choses qu'on veut ou qu'on ne veut pas, ça nous imposer quand même. Donc, après tous ces motifs-là, pour tous ces motifs, moi, je demande donc au Premier ministre du Canada de faire respecter la loi du Code criminel du Canada en annulant les ventes des terres qui appartenaient aux entreprises Ivarois, limitées à Ivarois, et la redonner à leurs propriétaires, les entreprises Ivarois et Ivarois. M. Stephen Harper a dit qu'il voulait faire en sorte de décourager les fraudeurs. Eh bien, voici le temps de mettre à l'exécution votre belle promesse, Monsieur le Premier ministre du Canada, et de mettre en pratique la loi C-21 en dédommageant les victimes d'actes criminels. Et nous autres, les victimes d'actes criminels, c'est nous autres qui nourrit le peuple. Ce sont tous les producteurs agricoles ou producteurs de bœuf, tout ce qui comprend production. C'est nous autres, c'est ces personnes-là qui mettent le pain chez la table du peuple. Il est grand temps que le Premier ministre du Canada mette en exécution ses promesses. Donc, on lui demande donc de dédommager les victimes, pertes et intérêts mentionnés au dossier, totalisant, dans ce dossier-là, totalisant la somme de 28 696 330 $. Et de mettre sur la tutelle tous ces organismes mentionnés au dossier, en commençant par l'UPA, le barreau financier et tout le kit. Là. Donc, c'est tout le Québec qui devrait être mis sur la tutelle. Et de démanteler immédiatement le monopole de l'UPA, en radiant et aussi radier à vie les juges et les avocats qui ont participé au dossier. Ils sont écrits en caractère gras, une grande page bien noire. Et là-dessus, il faut que je fasse mention du juge Jog Lavoie à C24 en commençant.
quand on dit là, que un juge avec les avocats, parce que la personne, c'est moi, là, okay, accusé à caractère sexuel, ça a pris 7 ans avant qu'on m'acquitte. Le juge, avec des preuves au dossier, par des médecins, interdiction de se présenter en cours, émet quand même un mandat d'arrestation pour aller chercher un patient dans un hôpital, le mettre en prison, le lendemain lui fait un examen médical et le déclare apte à faire un procès, à suivre son procès. Ça, c'est un juge qui a fait ça, c'est le juge Jacques Lavoie. Monsieur le Premier ministre, je ne dévoilerai pas toute ma vie privée sur le web, là, mais toutes les preuves médicales sont là. Okay? C'est incroyable. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, même si je n'en ai pas, là. De vivre des choses de la sorte. C'est facile au Québec. On accuse quelqu'un au criminel. Ben oui, on l'accuse au criminel à caractère sexuel. On en fait un trou de cul. Là, on essaie de se débattre. Non, les avocats font n'importe quoi. Puis là, moi, j'ai entendu, là, j'étais assis, j'ai entendu les avocats parler ensemble. Ils disent, ah, ça, c'est un trou de cul, il est accusé à caractère sexuel, blablabla. On fait de toi un trou de cul, on te démolit pour aller chercher tes biens. Pourquoi ça a pris 7 ans avant de m'acquitter? Ne pas me dire que dans 7 ans, il n'y a pas eu de l'abus là-dedans, là. Il n'y a pas eu à quelque part des manigances, là. Je vais vous dire une chose. Il faut être fait fort. En sacrement. Pour te passer à travers de ça. Là. Tout ce qui ne tue pas, renforcé. Me voilà aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ce juge-là, il est accusé en même caractère. Pas accusé. Il y a une plainte de déposer au même titre que les autres. C'est de l'abus, ça. Donc, là-dessus, je redemande encore au Premier ministre du Canada de faire respecter la loi du Code criminel. Et d'autres dossiers de d'autres personnes vont suivre en arrière. Merci. Et à plus.